L'Antarctique. Un désert de glace au pôle sud. Un environnement hostile. Et des paysages d'une beauté époustouflante. Le Cap est une belle destination à la pointe de l'Afrique du Sud. Mais Michael Martin ne s'y arrêtera pas longtemps. Ce photographe allemand est en route pour le Grand Sud. Objectif, l'Antarctique. Il part avec Christoph Obenreich, un géographe et guide de montagne autrichien. Les images que j'ai vues de la terre de la Reine Maud sont époustouflantes. Ce sont des paysages rêvés pour un photographe. Le reste de l'Antarctique n'est pas très spectaculaire à cause de l'immense calotte polaire. Mais la Reine Maud est l'Eldorado des photographes. Ce sera un sacré défi sur le plan technique et logistique. Mais l'essentiel, pour moi qui dirige l'expédition, c'est qu'on revienne tous sains et saufs. Le troisième homme est l'Italien Mario Trimeri, un alpiniste amoureux des grands espaces et qui a déjà participé à pas mal d'aventures de l'extrême. Ces montagnes, ces pitons s'élèvent comme des mains qui voudraient s'emparer du ciel. Il y a aussi leur couleur, ce marron très foncé qui est vraiment unique au monde. Une première tentative a tourné court il y a un an, à cause de mauvaises conditions météo qui empêchaient l'atterrissage. Christophe a déjà 7 expéditions dans l'Antarctique derrière lui. Il connaît bien les pièges du continent de glace. Il fait moins 10 ou moins 15 degrés à la base aérienne, mais s'il y a un peu de vent, on tombe tout de suite à moins 30. C'est assez étrange de faire sa valise par 24 degrés à l'ombre pour une expédition où il fera moins 40. Il faut s'imaginer passer la nuit dans une tente par un tel froid. Mieux vaut prendre un pull de trop. Même s'il faudra le porter, bien sûr. C'est l'éternel dilemme. Pour l'instant, on emporte tout. On refera une sélection sur la base aérienne de Novo au moment de charger les traîneaux. L'autorisation de décollage arrive 2 jours plus tard. 4200 km d'eau séparent le cap de la base aérienne de Novo, dans l'Antarctique. Michael n'est pas du genre à faire la queue. Les voyageurs à destination de l'Antarctique sont des originaux. Ils ne suivent pas les règles. Ils sont un peu indisciplinés. Mais on essaye de leur faire plaisir, de ne pas être trop strict. On se met à l'heure de l'Antarctique. Et puis, ce sont des gens sympathiques. Un Ilyushin 76 attend sur la piste. C'est un gros avion de transport russe qui date de la guerre froide. Le vol IL-76D-02 pour l'Antarctique n'est pas un vol ordinaire. On s'en rend compte au plus tard, quand on monte à bord. On pourrait qualifier l'équipement intérieur de fonctionnel. Ce sont des toilettes de première classe. Pour 14 000 €, ils se sont donné du mal. Il y a un bar et des lits. C'est vraiment un service de première classe. L'Ilyushin emporte une 50aine de chercheurs originaires du monde entier vers les stations de recherche du pôle Sud. En plein vol, le commandant baisse la température de la cabine et prie les passagers de se couvrir. C'est en partie pour qu'ils s'habituent au climat qui les attend à l'arrivée. La piste est une étendue de glace pure, sans neige. Nous sommes au début de l'été antarctique, mais elle est encore assez stable pour supporter le poids de l'Ilyushin. L'appareil se pose en toute sécurité, si tant est qu'on puisse dire cela d'un avion qui se pose sur une surface gelée.
Géologues, géophysiciens, biologistes, climatologues, tous les voyageurs à destination des centres de recherche de la région transitent par la base aérienne ALCI avec leur équipement. De là, ils rejoignent leur poste en jeep ou à bord d'un petit avion. Nos 3 aventuriers se rendent dans les monts Drygalski, dans la terre de la Reine Maude, à 200 km de Novo. Mais ce soir, ils dormiront ici, dans un conteneur situé à côté du terrain d'aviation. Christophe y a laissé de l'équipement et des vivres lors de ses derniers passages. Il y a surtout des fruits secs. Ils ont l'air bons. L'Antarctique est le plus grand frigo du monde. Tout se conserve. Un lab approche. Christophe retrouve d'autres vivres dans les poulkas, ces traîneaux de transport en forme de barque. Ça date d'il y a 4 ans. Mais la chaîne du froid n'a pas été rompue. C'est resté au congélo. C'est encore bon. Les dates de péremption ne veulent pas dire grand-chose dans l'Antarctique. Les poulkas mesurent 2,20 m de long sur 60 cm de large. On peut les charger en hauteur. On pourrait mettre entre 120 et 140 kg dedans. Sauf qu'ensuite, on ne pourrait plus les tirer. Alors on va limiter le chargement à 80 ou 100 kg. Le soir, les hommes se rendent à la station météo de la base aérienne. Leur vol est retardé à cause d'une tempête dans les monts Drygalski. D'après Alexei, le météorologue, il ne faut pas espérer une amélioration rapide. La météo est capricieuse dans l'Antarctique. Il faut attendre, c'est tout. Le mauvais temps risque d'arriver bientôt sur Novo. Dans ce cas, l'expédition Drygalski sera bloquée encore un bon moment. Les 3 hommes quittent la base pour se rendre 20 km plus loin, dans l'oasis de Schirmacher, qui abrite la station de recherche russe de Novo-Lazarevskaya, ainsi qu'une auberge. Le patron est un Russe prénommé Léonid. Il a encore des chambres libres. Si on est bloqué ici à cause du mauvais temps, on visitera la station. Le temps est mauvais, les 2 avions sont cloués au sol. Les pilotes ont besoin d'un hébergement. On nous a demandé de leur laisser le conteneur. On quitte donc la base aérienne pour cette auberge qui a l'air très confortable. C'est Léonid, le patron. On va voir comment c'est. En tout cas, le parking de l'auberge est déjà très impressionnant. Les soviétiques ont parcouru de grandes transversales avec ces engins. Allez, j'y vais. On a l'impression de plonger dans l'âge d'or de la recherche soviétique en Antarctique orientale. Malheureusement, notre voyage dans le temps n'ira pas plus loin. Le lendemain, le trio est toujours bloqué à cause des mauvaises conditions météo. Ils décident d'en profiter pour faire un safari photo dans l'oasis de Schirmacher. L'oasis porte le nom du pilote qui l'a découverte et l'a photographiée depuis le ciel lors de l'expédition allemande de 1938 dans l'Antarctique. Elle mesure 34 km². Elle est libre de glace et possède 118 lacs d'eau douce d'après le dernier décompte. La plupart sont des bassins qui se remplissent d'eau de fonte en été. Le climat de l'oasis est exceptionnellement doux, puisque la température moyenne y est de moins 10 degrés, contre moins 50 à l'intérieur des terres. Une barrière de glace entoure l'oasis. Ces barrières sont d'épaisses couches de glace flottante rattachées à la côte. Elles recouvrent 11% de l'Antarctique, soit une superficie égale à 2,5 fois la France, et elles peuvent atteindre 1000 mètres de haut. L'eau de fonte a percé un tunnel dans la glace.
Cette galerie éphémère offre des visions étranges et fantastiques. Au retour, l'équipe passe devant une imposante falaise de glace, au milieu d'un paysage surnaturel façonné par l'eau, le soleil et le vent. Durant la nuit, une tempête s'est abattue sur l'oasis. L'épaisse couche de neige qui s'est formée est dure comme la pierre. Léonide a sa propre méthode pour déneiger. Mais ce n'est pas aujourd'hui que Michael, Christophe et Mario pourront repartir. Ils en profitent pour aller visiter la station de recherche russe située tout près. Elle accueille jusqu'à 70 personnes en été. Nos 3 aventuriers sont les bienvenus. On leur propose du thé. La station possède son propre hôpital. Ils peuvent soigner une crise d'appendicite parce qu'ils ont une petite salle d'opération. Ils peuvent aussi traiter une rage de dents, soigner une racine ou faire une extraction. Ils ont même de quoi faire un ECG. Ils soulagent les lombalgies avec des massages. Ils sont vraiment super bien équipés. Ils ont un médecin. Mais ça doit être l'hôpital le plus isolé du monde. Dans l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. Novo-Lazarevskaya est loin de tout. La station a été créée il y a une 50aine d'années et certaines choses n'ont apparemment pas changé depuis. Mais le temps s'écoule autrement dans l'Antarctique. Ces engins sont imposants. Ils sont super robustes. Ils se réparent au marteau. Ils ont permis aux Russes de réaliser des exploits en Antarctique. Aujourd'hui, ils servent à transporter le carburant de la côte jusqu'à l'oasis et la base aérienne de Novo pour les Ilyushin. La journée s'achève comme elle a commencé, dans la tempête. Mais les météorologues annoncent une amélioration. Effectivement, le lendemain, les nouvelles sont bonnes. La tempête s'est calmée dans les monts Drygalski et l'avion peut décoller. Embarquement à 6h45. L'avion va s'enfoncer dans les terres en direction du sud-ouest pour rejoindre les monts Drygalski, à quelques 200 km de Novo. Le vol a pris quelques heures de retard, mais ça y est, on embarque les Pulka. Le copilote donne ses consignes. Ne touchez pas aux lumières ni aux ventilateurs. Après, on a du mal à les fermer et on a froid. Peu avant l'arrivée, l'Antarctique se montre sous son plus beau jour. Les monts Drygalski. Après quelques tours d'approche, Dave, le pilote, se prépare à atterrir. Le pilote a prévenu que ce ne serait pas un atterrissage en douceur. Le danger pour un avion qui décolle ou se pose sur un terrain enneigé, c'est que la neige masque une crevasse ou une dépression. Cela fait plus d'1 an que Christophe prépare cette expédition. Il n'a guère le temps de savourer l'instant.
Il faut décharger le Twin Otter pour que Dave et son copilote puissent repartir. Les 3 hommes restent seuls dans l'un des endroits les plus reculés du monde. La nuit tombe. Ils dormiront ici ce soir. Christophe sonde la neige avec une tige de fer pour vérifier qu'ils ne sont pas sur une faille. Ils se trouvent dans une zone tampon entre la région côtière et le plateau antarctique. Les tentes sont spécialement conçues pour protéger du froid extrême et des tempêtes. Les piquets ordinaires sont remplacés par des bâtons de ski sciés, plus adaptés à la neige. On se fabrique une petite entrée, une sorte de salle à manger où on pourra s'installer pour dîner. La scie Egoin fait partie de la trousse à outils du parfait explorateur polaire. La bêche aussi. On enterre la tente pour que le vent n'entre pas. Il passera par-dessus. La chaleur restera à l'intérieur. Voilà les 2 tentes montées. Mais Michael n'a aucune envie d'aller se coucher. On nous a déposés il y a 2 heures. On est absolument seuls. Il y a une lumière crépusculaire magnifique depuis 1 heure. Le ciel est dégagé. Il ne reste que quelques cirrus très photogéniques entre les montagnes. Je ne peux pas arrêter de photographier. Un léger vent descendant, venu du plateau antarctique, fait voler la neige sur la glace dans le soleil couchant. En été, le soleil ne se couche jamais complètement. Michael finit quand même par fatiguer. Il faut faire fondre des tonnes de neige pour obtenir un peu d'eau tellement elle est sèche. Un morceau de cette taille donne à peine une tasse. Mais on ne peut pas le mettre tel quel dans une casserole. Il faut le mettre dans un fond d'eau, sinon la glace brûle. C'est fou, hein? Mais faire cuire de la neige, c'est dans mes cordes. Dans la deuxième tente, Christophe et Mario sont rassasiés et heureux. Le vent a beau souffler dehors, il fait bon. Et ils se sentent bien dans leur petit chez-soi. On a une salle à manger, une cuisine et une chambre à coucher. C'est super. Durant la nuit, la température tombe à -30. Le lendemain, les 3 hommes chaussent leurs skis. Premier objectif, le Holtana, le pic le plus proche des monts Drygalski. Ces montagnes portent le nom du géographe qui a dirigé la première expédition allemande dans l'Antarctique en 1902. Son navire a été pris dans la glace et n'a jamais pu atteindre son but. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Norvégiens revendiquent la terre de la Reine Maude, ainsi nommée en l'honneur d'une de leurs reines. Les sommets des monts Drygalski portent également des noms norvégiens. Ce massif s'appelle les Crocs de Fenris, qui est le loup dans la mythologie nordique. Les différents pics représentent ses dents. Holtana, Quintana, Ulvetana. Ce massif a été découvert lors de l'expédition antarctique de 1938-1939. Ils ont survolé la zone. Regardez, ça n'a quasiment pas changé depuis plus de 70 ans. La taille du glacier et l'enneigement sont les mêmes. Comme si le massif n'avait pas subi le réchauffement climatique.
Les hommes poursuivent leur route. Ils tirent une centaine de kilos chacun dans les poulkas. La neige sèche qui recouvre la glace freine leur avancée. Et ils ne parcourent pas plus de 10 km par jour. Des chiens de traîneau, comme dans l'Arctique, leur rendraient bien service. Mais ils sont interdits dans l'Antarctique, à cause du risque de maladie. Les montagnes paraissent toutes proches, mais en fait, elles sont à plusieurs jours de marche. Dans ce grand désert de glace, il est difficile d'apprécier les distances, en raison du manque de points de référence. Les hommes sont maintenant habitués au froid, et sont devenus experts dans l'art de planter la tente. Michael profite du soleil de minuit pour photographier le paysage. L'hiver, le soleil reste invisible durant des mois. Puis, au début de l'été, les jours s'allongent progressivement jusqu'à la période du jour polaire, aussi appelé soleil de minuit, durant laquelle le soleil ne se couche plus. Mais ce soir, des nuages obscurcissent le ciel. Le lendemain, il fait gris. Le temps a tourné. Il y a encore quelques heures, c'était le soleil de minuit. Maintenant, le ciel est bouché. On le sentait venir. La visibilité est mauvaise. Il neige, le vent d'ouest souffle. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Malgré cela, les hommes lèvent le camp. Ils ne laissent rien derrière eux, même pas leurs excréments. Ils remettent la nature dans l'état où ils l'ont trouvée. Ils veulent atteindre le Holtana aujourd'hui. C'est le pic des monts Drygalski le plus au sud. Il nous reste 5 km. Cela semble peu, mais la visibilité se dégrade. Et ils se retrouvent bientôt au cœur d'un épais brouillard. Il y a de quoi se perdre. Le mieux est de suivre le soleil quand il perce ici ou là à travers le brouillard. Je garde toujours le même angle entre le soleil et mon épaule droite pour rester dans la bonne direction. La seule difficulté, c'est que le soleil se déplace de 15 degrés par heure. Donc il faut corriger son angle en fonction de cela. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Dans cette lumière diffuse, l'horizon disparaît. Les distances s'effacent. Les directions aussi. Le risque est grand de tomber dans une crevasse. Mais la montagne finit par surgir du néant. Nous sommes au Holtana. C'était impressionnant de voir apparaître peu à peu cette grande paroi enneigée à travers le brouillard. En tout cas, c'est un super emplacement pour le camp. Christophe est l'un des rares alpinistes à avoir l'expérience de l'Antarctique. Mais aujourd'hui, il a tout juste le temps de partir en reconnaissance. Hello Boris, this is Christoph speaking. I can give you our current position. Are you ready? Tous les soirs, l'équipe utilise un téléphone satellitaire pour faire un bref compte-rendu à la base de Novo et lui donner sa position. C'est une précaution indispensable. Si jamais il manquait ce rendez-vous, la base enverrait aussitôt des secours, car le temps est un facteur crucial quand des hommes sont en difficulté dans l'Antarctique. 27 seconds east. Dans la nuit, le vent s'est transformé en tempête.
C'est une grosse tempête de neige. On risque d'avoir les joues ou le nez qui gèlent. Ce n'est pas une journée pour skier, ni pour faire de l'alpinisme. On peut prévoir tout ce que l'on veut. Dans l'Antarctique, c'est toujours la météo qui aura le dernier mot. C'est d'ailleurs la meilleure protection contre l'afflux de touristes. Le soir, les hommes prennent la scie et la bêche pour fabriquer un rempart. Si la tempête emporte leur tente, ce sera la fin de l'aventure. On attend une grosse tempête dans la nuit, avec des rafales à 70 ou 80 km/h. La meilleure protection pour les tentes, c'est un grand mur de neige. Heureusement, la catastrophe est évitée. Et le temps revient au beau. Michael est un lève-tôt. Mais après 5 nuits de tempête, il peine à émerger le matin. Il a fait froid cette nuit dans la tente. J'ai regardé le thermomètre, il faisait moins 12 degrés à l'intérieur. Dehors, il faisait moins 25. Le plus dur, c'est quand tu sors de ton sac de couchage et que tu attends que l'eau chauffe. Mais une fois qu'elle est chaude et que le café est prêt, ça va mieux. Ça va être une journée de rêve aujourd'hui sur le Holtana. Presque pas de vent, le soleil brille, le ciel est clair, la glace est dure comme la roche. Le trio part explorer la face arrière du Holtana, équipé de chaussures à crampons, de piolets, de cordes et d'un appareil photo. Une fois encore, la connaissance du terrain qu'a Christophe se révèle précieuse. On monte sur le lit de ce glacier, on arrive là-haut à un passage difficile avec de la glace très dure. Elle a une température de 25 à 30 degrés en dessous de zéro. Elle est tellement dure qu'on n'arrive pas à enfoncer les piolets dedans. Les hommes traversent de nouveau le glacier, puis arrivent sur une arête rocheuse. La falaise est à pic sur 500 mètres. En bas, dans la glace, les tentes paraissent minuscules. Des pétrels des neiges sonnent l'alarme sur la paroi voisine. Aucun autre oiseau ne niche à cette latitude. Pour se nourrir, ils parcourent souvent des centaines de kilomètres jusqu'à la côte. Quand les hommes redescendent, le soleil décline déjà. Le lendemain, l'équipe lève de nouveau le camp. Il faut grimper cette côte. Ça n'a l'air de rien, mais avec les traîneaux, ce sera pas de la tarte. J'imagine bien que nos 100 kilos vont peser lourd. On l'a bien vu hier. Et encore, c'était une pente douce. Mais cette côte, là-haut, on ne la franchira jamais avec les traîneaux. Les hommes se préparent pour leur dernier objectif. Leur chargement pèse un peu moins qu'au départ, puisqu'ils ont consommé des vivres. Mais le moindre kilo compte, car ils vont devoir grimper sec. Il faut être en forme pour une expédition dans l'Antarctique. Mais on s'est bien préparé.
Ça paie maintenant, au moment de tirer ces traîneaux qui pèsent dans les 100 kilos. La neige est très sèche, aussi rugueuse que du papier de verre. C'est très fatigant. Mario est confiant. Ça va aller. Je me sens bien. Je suis content d'être là. Objectif, le pic du Tungespissen, le bout de la langue, à l'extrémité du glacier, entre les deux flancs des monts Drygalski. La montée dure plusieurs kilomètres. Les 3 hommes sont obligés de faire de nombreuses pauses. On a besoin de pas mal d'énergie pour tirer les traîneaux et garder notre chaleur dans ce froid. On peut consommer 4 ou 5 000 calories. Voici Ulvetana, la dent de loup. La partie émergée mesure 1000 mètres de haut, mais la partie immergée dans la glace de l'Antarctique en mesure 2000. Ce soir, l'équipe va camper à ses pieds. On n'a pas tellement avancé. On n'a fait que 5 km. Tout simplement parce que ça monte sec et qu'on tire 100 kg derrière nous. C'est autre chose que sur un terrain plat. La belle lumière du soir sur les montagnes escarpées fait oublier les peines de la journée. Le lendemain matin, les hommes laissent les traîneaux au camp pour partir à la conquête du Tungespissen. Le versant est tellement abrupt qu'ils déchaussent vite leur ski de randonnée. Des rafales de vent glacial fouettent la montagne et rendent l'ascension encore plus pénible. La vue sur les autres montagnes du massif est magnifique. Mais les distances sont toujours aussi difficiles à évaluer. Michael, Christophe et Mario atteignent leur but dans l'après-midi. Ils ont réussi ensemble l'ascension du sommet du Tungespissen, dans les monts Drygalski. Tout là-haut, ils partagent un moment d'émotion rare. À leurs pieds, s'étend le monde fascinant de l'Antarctique. Le Twin Otter de Novo revient les chercher le lendemain après-midi. Christophe tient un drapeau pour indiquer la direction du vent. Dave, le pilote, fait plusieurs passages avant de trouver un endroit où atterrir. Il se pose alors en douceur sur le sol enneigé. Dans quelques minutes, le trio quittera les monts Drygalski. Il vient d'y passer 9 jours extraordinaires. Les bagages sont plus légers qu'à l'aller. Mais les têtes sont remplies d'images et de souvenirs inoubliables.